Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 18 septembre 2022. Je suis DJ Patoff et toujours tout seul en studio puisque mes collègues sont toujours aux États-Unis présentement en vacances. Au programme au cours de cet épisode, un peu de ma semaine, mon coup de cœur, les manchettes et un dossier sur Robert Wise. Bien, cette semaine, j'ai regardé House of Dragon et Ring of Power, les deux séries phares présentement sur les sites de streaming. J'ai de la difficulté à accrocher. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis encore attaché aux anciennes itérations. Par contre, je vais continuer à regarder, bien sûr, parce que c'est quand même les deux séries les plus populaires en ce moment. Également, j'ai regardé le film Magdalena, dont on a parlé dans un précédent podcast. Et oui, comme Simon l'avait dit, c'est très lent et même ennuyant, mais la musique est excellente. J'ai suivi She-Hulk encore cette semaine et je continue, bien sûr, Quantum Leap, question d'être vraiment prêt pour la nouvelle série. Entre trois films. Je suis présentement en vacances à Disney World en Floride et je vous souhaite une bonne écoute de l'émission de cette semaine avec DJ Patoff. Les bandes annonces cette semaine sur la page Facebook de Entre trois films. On a pu voir Babylone avec Brad Pitt et Margot Robbie, Niagara avec François Pérusse, les films Fabelmans, The Woman King et I Wanna Dance with Somebody avec Naomi Ackie dans le rôle de Whitney Houston et bien sûr le film tant attendu Secret Invasion. La 74e cérémonie des Emmy Awards s'est déroulée à Los Angeles lundi dernier. Cette année, la série Succession de HBO dominait la liste des nominations avec 25. Ted Lasso, mettant en vedette Jason Sudeikis, en avait 20, alors que Squid Game en avait quant à elle 13. C'est finalement Succession qui a été sacrée meilleure série dramatique. Ted Lasso, pour sa part, a reçu le meilleur comédie et The White Lotus, meilleure mini-série. Michael Keaton a été nommé meilleur acteur dans une mini-série pour Dope Stick. Amanda Seyfried, quant à elle, est repartie avec la statuette de la meilleure actrice dans une mini-série pour The Dropout. Zendaya, meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria. Jason Sudeikis, quant à lui, a été nommé meilleur acteur dans une comédie pour Ted Lasso. À noter que la série sud-coréenne Squid Game, récompensée 2 fois aux Emmy Awards pour le meilleur acteur dans une série dramatique et réalisation dans une série dramatique, a battu des records d'audience sur la plateforme Netflix. Ryan Coogler, le directeur de Black Panther et de Black Panther Wakanda Forever, serait pressenti pour diriger Avengers Secret War. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur, mais le talentueux directeur serait, selon certains, un no-brainer. Captain America New World Order serait, selon le réalisateur Julius Onah, un thriller paranoïde avec Sam Wilson au centre de l'intrigue comme nouveau Captain America. Warner Bros. Discovery a mis à pied plus de 100 employés, ce qui n'est pas une surprise étant donné la fusion des deux compagnies. Par contre, cette annonce ne sera malheureusement pas la dernière. D'autres mises à pied sont à prévoir. Amazon Studios a annoncé que la série Blade Runner 2099 verra le jour pour Prime Video. La série qui sera la suite du film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve sera chapeautée par Ridley Scott lui-même. L'adaptation cinématographique du jeu Gran Turismo qui devrait arriver sur nos écrans en août 2023 mettra en vedette David Harbour. Selon le Hollywood Reporter, Harbour jouera le rôle d'un pilote automobile à la retraite qui prend sous son aile un adolescent qui rêve de devenir pilote de course professionnel. Le spin-off de Star Wars Rogue Squadron de la réalisatrice Patty Jenkins devait sortir le 22 décembre 2023, mais a depuis été retiré. Il a également été supprimé du calendrier de production du studio en 2021. Bien que ça peut avoir l'air d'une triste nouvelle pour les fans de Star Wars, ce changement était attendu. Après tout, le film aurait dû débuter son tournage pour respecter la date de sortie qui était de décembre 2023. Cependant, c'est pas la première fois que Rogue Squadron est retardé, après avoir été écarté de sa date de sortie initiale qui était novembre 2023 en raison de conflits d'agenda avec Jenkins. Comme le film n'est pas encore en production, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et cela ne signifie pas que le film ait été annulé. Il arrivera juste beaucoup plus tard que ce que nous espérions. On pense que Rogue Squadron adaptera d'une manière ou d'une autre l'emblématique jeu vidéo, ou du moins en utilisera les prémices comme point de départ, mais les détails du film sont encore très rares. Il faudra encore plus longtemps pour avoir un aperçu du film à venir. Les fans pourront toujours patienter avec la série Andor, bientôt sur Disney+.
Le film The People Joker a été retiré du Festival de films de Toronto par la directrice Vera Drew en raison de problèmes de droits d'auteur. Warner n'a pas encore commenté, mais on peut comprendre que le studio tenait à faire valoir ses droits et protéger sa propriété. Le film, qui n'avait soulevé que peu d'intérêt jusqu'à maintenant, se voit par contre donner une publicité inespérée. La distribution du film Thunderbolt comprenant David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell et Florence Pugh, qui reprend son rôle de Yelena Belova, se verrait ajouter un autre nom à cette liste déjà impressionnante. Le nom de Daniel Brühl viendra probablement se joindre aux autres, lui qui apparaîtrait une autre fois sous les traits de Zimo. Harrison Ford y est allé d'une déclaration qui n'a surpris personne durant le D23. En effet, l'acteur de 80 ans, qui a joué deux des plus grands personnages de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire Han Solo et Indiana Jones, a confirmé que Indiana Jones 5 serait bel et bien la dernière fois qu'il interprétera le rôle iconique. Et on ne peut malheureusement pas passer sous silence la disparition cette semaine de Jean-Luc Godard, réalisateur de films tels que À bout de souffle, Le mépris, Pierrot le fou, Vivre sa vie, pour n'en nommer que quelques-uns. Également, la disparition de Irène Papas, cette grande actrice grecque qui avait séduit Hollywood avec des films comme Guns of Navarone et Zorba the Greek. Ici Foxman entre trois films qui vous dit salut en direct de It's a Small World au Walt Disney World Resort. Étant donné qu'on est dans nos semaines de vacances, on s'est monté des petits dossiers et cette semaine, mon cher Marc-André, tu nous parles de Robert Wise. Eh oui, le réalisateur Robert Wise. Surpris que je le sache? Non. Eh non. Je te l'avais dit. Robert Wise est né le 10 septembre 1914 à Winchester, en Indiana. Winchester, en Indiana. Ouais. C'est-tu là qui faisait les guns? Possible. Non, parce que les Winchester, ça vient de la Californie. Ah, ça va pas bien, ok. C'est pas l'Indiana. Dans le coin de San Jose. Mais de toute façon, il y a plein de villes qui sont redondantes aux États-Unis. Là. Albany, y en a-tu beaucoup d'Albany? Ouais. Ben, les Springfield? Les Springfield, il y en a dans tous les États pratiquement. Ouais. Fait que Winchester, c'est en Indiana. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa vie au début, son enfance et tout ça. Par contre, on sait qu'à l'adolescence, il a commencé à écrire des textes humoristiques et des éditoriaux sportifs dans le journal étudiant à Cornersville High School. Il était aussi membre du club de poésie de son école. Fait que c'est dans les années 20, ça. Là. Oh, et c'est vraiment là, il y a 100 ans. Là. Très jeune, il avait une passion pour le cinéma. Mais vraiment très jeune, il aimait ça, passer ses soirées-là, puis passer des journées. À l'université, il a commencé des études en journalisme, qui n'a pas terminé, étant donné que la crise économique, la grande crise de 1929 a frappé, il n'y avait pas d'argent pour continuer. Fait qu'il a interrompu ses études après une année à l'université. Il décida d'aller à Hollywood, rejoindre son grand frère David, qui travaillait déjà pour les studios RKO. Fait que son frère l'a engagé à travailler là. RKO qui était dans les premiers grands studios de l'histoire du cinéma. Là. Oh oui. C'est quelque chose de très gros. Oh, toute une histoire chez RKO. Là. Je vais nommer quelques films que RKO a fait tantôt, un peu plus loin dans le dossier. Il a été engagé comme comptable à l'origine. Et c'est bon, on est loin de la réalisation quand tu commences dans les bureaux. Là, ouais. L'année suivante, en 1934, il a eu sa formation comme bruiteur et montage-son. Puis ça a été pour le film L'emprise de John Cromwell. Fait que film que j'ai essayé d'avoir un peu d'informations dessus. J'ai pas trouvé grand-chose. C'est pas un grand film majeur. L'emprise? Ouais. Okay, je me trompe de film, ça veut dire. Parce qu'il y a un film qui s'appelle L'emprise. Non, c'est l'emprise de quelqu'un comme Well. Il a eu son premier contrat de monteur pour Quasimodo de William Dietrich en 1939. Donc, de 1939 à 1943, il a monté plusieurs films, dont Citizen Kane en 1941 et La splendeur des Amberson en 1942 d'Orson Welles. C'est là qu'il fait son nom. C'est là qu'il fait son nom. Avec Citizen Kane, il a eu sa première nomination aux Oscars comme monteur. Et c'est en 1943, sa carrière de monteur a duré juste 4 ans. Et c'est en 1943... Juste 4 ans, avec une nomination aux Oscars quand même. Oh, ouais, il était parti pour la gloire, anyway. Il y a du monde qui passe leur carrière au complet à faire du montage, puis ça se rend pas aux Oscars. Là. Et c'est en 1943 que la RKO lui donna la chance de réaliser son premier film, La malédiction des hommes chats,
Il a dû remplacer Günther von Frisch après que le film a eu beaucoup de retard lors du tournage. Fait qu'il a pris... à pied levé. À pied levé, il a dit, toi, tu t'occupes du film, c'est Robert qui s'occupe du reste. Ça arrivait tellement souvent à cette époque-là. Là. Il y avait, des fois, tu avais 5 réalisateurs sur un film. Puis... Dans les années 40, c'est surtout des films de série B qu'il a réalisés, dont le film d'horreur Le récupérateur de cadavres de Body Snatcher avec Boris Karloff, ou en 1945, le film noir Né pour tuer, Born to Kill. OK. Pour dire à tout le monde, Body Snatcher n'est pas une adaptation du roman Body Snatcher du tout. Donc, ça a été surtout ça, les films de série B dans les années 40, mais c'est en 49 qu'il a obtenu le prix de la critique au Festival de Cannes pour le film « Nous avons gagné ce soir » de Set-Up. Un drame sportif sur l'univers de la boxe. Fait à noter, intéressant pour ce film-là, le film est monté en temps réel. C'était un des premiers films qui était vraiment... C'est un combat de boxe tout le long du film et c'est round par round. Le temps du film, c'est vraiment le temps de l'histoire du film. Le 3 minutes du round, c'est un 3 minutes. C'est ça. En 1951, il a réalisé un des meilleurs films de science-fiction des années 50, si ce n'est pas de toute l'histoire du cinéma. J'ai juste besoin de dire une phrase pour le reconnaître. Klaatu Parada Nikto, qui est une phrase fétiche, un film qui a eu beaucoup de références, juste quand que Ash essaie de le dire dans Evil Dead 3. Dans plein de films, on l'entend cette phrase. Star Wars, il y a des références de ça dans le Rocky Horror Picture Show. Ouais. Ringo Starr a fait une parodie de l'affiche du film pour son album Goodbye Vienna. C'est le jour où la Terre s'arrêtera avec Michael Rennie et Patricia Neal, musique de Bernard Herrmann, avec l'utilisation de la thérémine dans la trame sonore. C'est la thérémine? C'est un instrument électronique. C'est un des rares instruments que le musicien ne touche pas à l'instrument. C'est vraiment, tu as 2 barres et c'est... Contrairement à toi avec le bureau. Contrairement à moi avec Pas moi, là. Non, c'est moi, pour une fois, c'est moi qui touche J'ai le mains bureau. dans mes poches, je peux pas. Hein. Et, c'est un instrument? C'est un instrument, je vais essayer, c'est très visuel là-dessus, t'as comme une arche en haut d'une boîte avec une barre métallique et c'est avec la position de tes mains, tu fais les sons. C'est un son très particulier, un peu comme les ondes Martenot aussi, c'est à peu près le même style de son. C'est un des premiers instruments électroniques qui a été créé dans les années 40, si je me souviens bien. C'est un son très particulier. Ouais, puis ça l'a diabolisé après tous les films après The Day the Earth Stood Still, parce que tous les films de science-fiction avaient de la thérémine dedans. Dirons que, pour point de vue son, ça pourrait ressembler un peu quand tu joues avec un archer sur une aiguine. Ça peut représenter ça un peu. Dans la culture populaire aussi, on a ce son-là dans Good Vibration des Beach Boys. Le son, c'est vraiment à la fin de la chanson, là, c'est vraiment, pour donner une idée, c'est ce son-là. Juste pour signaler qu'il a réalisé des films dans plusieurs styles différents. En 1956, il a réalisé un péplum, Hélène de Troie, avec l'actrice italienne Rosalba Podesta dans le rôle titre d'Hélène de Troie. De 61 à 65, c'est la réalisation de 2 comédies musicales, West Side Story et La Mélodie du Bonheur. Ces 2 films remportant un total de 15 Oscars, 10 pour West Side Story et 5 C'est la consécration. C'est vraiment la consécration et on voit vraiment, on parle de films de série B, de films noirs, films d'horreur, de science-fiction. Films de science-fiction. Il arrive dans 2 grosses comédies. 2 grosses comédies musicales. On pourrait parler longtemps de ces 2 films-là qui sont 2 chefs-d'œuvre. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un dossier sur chacun de ces films-là. Puis 2 films totalement différents un de l'autre. West Side Story ressemble à un film qui est dans studio. Tandis que Sound of Music, c'est la folie des grandeurs avec des plans par hélicoptère. Puis, c'est extraordinaire. Ah, oui. La Mélodie du Bonheur, magnifique. Puis entre ces 2 films-là, il a eu le temps de réaliser 2 films. La comédie dramatique, 2 sur la balançoire en 62 et le film d'horreur La Maison du Diable, The Hunting en 63. 2 films encore totalement différents. On parle de 2 comme The Hunting, qui est un très bon film. Un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Que j'ai pas vu le remake qui a été fait. Pas besoin. Non, vraiment pas. Là. Se retaper le vieux, ça fait du bien. Là, j'ai un autre gros morceau pour le film suivant. En 66, c'est le drame de guerre La canonnière de Yangtze qu'il a réalisé.
avec Steve McQueen, qui a reçu sa seule nomination aux Oscars Pour ce film-là. pour ce film-là. Candice Bergen et Lord Richard Attenborough. Avec une musique de Jerry Goldsmith, il y avait eu quelques problèmes de tournage pour ce film-là, étant donné que ça a été tourné à Hong Kong, Taïwan, il n'y avait pas sûr le dépassement de coûts et tout ça. Puis avec le succès de Sound of Music, les studios ont donné le OK pour continuer. Puis tant qu'à moi, c'est le meilleur film que Robert Wise a réalisé dans sa vie. The Sand People, c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai un fait à noter super intéressant pour ce film-là. T'as l'actrice franco-thaïlandaise Mai Raya Adrian qui a tenu un rôle. Elle est mieux connue sous le nom de Plume, parce qu'elle a écrit après, Emmanuel Arsane, l'auteur de la série de romans Emmanuel. Vous voulez voir la vraie, c'est dans ce film-là. C'est ça. J'ai déjà vu Emmanuel, puis je le savais pas. Non. En 71, il y a eu le film Le mystère d'Andromède, tiré d'un roman de Michael Crichton. En 75, il a touché au film catastrophe avec le film L'Odyssée de Hindenburg, un film de près de 3 heures sur un zeppelin. Une histoire vraie, puis En plus. c'est l'histoire de l'Édimbourg qui a explosé. Là. Quand on connaît un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un gros événement dans le monde du fascisme nazi. Puis ça raconte l'histoire très très fidèlement, minute par minute. En 1977, il revient au film d'horreur fantastique avec le film Audrey Rose, qui serait tiré d'un fait vécu. L'auteur du roman aurait vraiment vécu l'histoire de ça. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une personne qui croit que l'enfant d'un autre, c'est la réincarnation de sa fille. Assez particulier un peu. C'est excellent comme film d'horreur, ça aussi. En 79, un autre film avec la musique de Jerry Goldsmith que je ne peux passer sous silence, c'est la sortie du film Star Trek, le film, qui est l'adaptation cinématographique du pilote de la série Star Trek Phase 2 qui aurait dû avoir lieu. Cette série-là, il y a eu plusieurs idées qui ont été reprises aussi dans Star Trek The Next Generation. Mais... Il y a eu 2 épisodes de Next Generation qui sont tirés d'épisodes de Phase 2. C'est Ah ça. ouais, Ouais. okay. Ils ont même gardé les The histoires. Child puis The Devil's Due. Les 2 titres des épisodes. Tiré d'un scénario de Alan Dean Foster, musique de Jerry Goldsmith, comme j'ai dit tantôt, Robert a eu une nomination comme meilleur réalisateur au Saturn Award pour ce film-là. Et ça a été malheureusement son dernier film qui a sorti en salle en 79. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ce tournage-là. Tu sais pourquoi que c'est son dernier? Tu me l'avais déjà Il conté. était écœuré d'Hollywood, il était écœuré de la machine. Parce que Star Trek The Motion Pictures, OK, on est considéré aujourd'hui comme un des plus grands films de science-fiction. Mais c'était un des pires tournages de l'histoire du cinéma. Tout le monde écrivait des scènes de dialogue, les acteurs, les techniciens, ils raboutaient des bouts de scénario entre les prises. Roddenberry n'aimait pas ce qu'il filmait, il allait sur le plateau. Puis lui, Robert Wise montrait son doigt d'honneur à tout le monde, puis il faisait « Faites ce que vous voulez, je vais juste crier action coupée, je veux plus rien savoir. » Non, mais il y avait des gros égos sur ce tournage-là. Juste Shatner. Ah ouais, lui-même. Gene, c'est un fou, là, on s'entend. En partant. Donc, comme c'est son dernier film et tout ça, je vais sortir d'autres éléments importants, comme de 71 à 75, il a été le président de la Guilde des réalisateurs. De 85 à 88, il a été président de l'Académie des arts et des sciences, ceux qui organisent les Oscars. Comme il ne réalisait plus, il a quand même fait beaucoup de mentorat. Il encourageait beaucoup les jeunes réalisateurs à tourner des films, comme par exemple, le produit et supervisé Emilio Estevez pour le film Wisdom en 86. Engrenage fatal en français, qui est un petit chef-d'œuvre pour un premier film, réalisé par Emilio Estevez. Si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour un premier film. Et pourtant, Emilio, il a-tu produit d'autres? Il a réalisé plusieurs films, il y a moins une quinzaine de films à son mais je voulais actif. dire quelque chose qui aurait pu le démarquer vraiment des autres à partir de ce premier... Il aurait pu décoller, Mais- mais on dirait que le monde le voulait comme acteur. Ben oui. Puis il a jamais pu, parce que avec la part des studios après Engrenage fatal, si Emilio Estevez il aurait pu décoller comme un Clint Eastwood ou quelqu'un de même là, Mais, parce qu'il y avait un talent fou dans ce mais film-là. vu qu'il avait une belle gueule, il le voulait en avant de la caméra, Ouais. et non pas en arrière. Et dans les dernières années de sa vie, il a contribué beaucoup à la production de DVD de ses films.
Il en faisait beaucoup de voix, des pistes de voix, de commentaires et tout ça. Il y a beaucoup de ces films qui sont super intéressants à écouter, en plus de tout le mentorat, en plus de pousser le monde à réaliser, comme je disais tantôt. Il disait... Il est resté très impliqué. Oh, il restait très impliqué. Il disait, il n'y a pas de mauvais film, il n'y a pas de mauvais scénario. Faites-le, prenez de l'expérience, puis poussez. Proposer, moi. Et malheureusement, il est mort le 14 septembre 2005 d'une crise cardiaque au UCLA Medical Center de Los Angeles. Comme je disais tantôt, il a touché et excellé, c'est ça qui est important, dans plusieurs styles cinématographiques. Film catastrophe, histoire d'amour, drame, western, film policier, de guerre, comédie musicale, film fantastique, science-fiction, horreur. C'est très rare que tu es capable de faire autant de films. Habituellement, un réalisateur est campé dans un style et il reste dans ce style-là puis il déroge pas beaucoup. Le seul réalisateur qui est aussi excellent que Robert Wise au niveau changement de style, c'est Spielberg. Spielberg est identique à ce niveau-là. Il est capable de faire un film comme The Pentagon Paper, admettons, et réaliser aussi Indiana Jones. Puis ensuite de ça, faire un film comme La couleur pourpre. Robert Wise et Steven Spielberg ont cette caractéristique-là du cinéma, sont identiques à ce niveau-là. Puis je pense que, justement, j'avais déjà entendu Spielberg dire que Robert Wise était comme un encre pour lui. Et juste pour noter, il y a eu quelques projets que Robert Wise, dans les années 80, était supposé réaliser, mais qui a refusé. Juste pour en nommer quelques-uns, il était censé réaliser Supergirl. Ça aurait été différent. Très différent. Le film Santa Claus avec Dudley Moore en 86. C'est les mêmes producteurs en plus. Qui est les mêmes producteurs. Il y a le même réalisateur. Et, fait intéressant, Jeux d'enfants en 88, son nom est sorti souvent. Child Play, le film avec Chucky, là. Je fais juste le dire pour notre histoire. Là. Mais étant donné qu'il était tanné de la réalisation, c'est toutes des choses qu'il a refusées. Ouais. C'est ça. Donc, c'était mon dossier sur Robert Wise. Un très grand réalisateur à écouter ses films. On en a nommé que quelques-uns. Oh oui! Il y en a 40, là. Il y a quand même une bonne cinématographie. Il y a 40 films, plus une dizaine de films qui a été monteur là, dans les années 30, fin 30, début 40. Puis jusqu'à la fin de sa vie, il travaillait encore sur ses vieux films, parce que en 2001, il a remonté Star Trek The Motion Pictures au complet. Parce que le film n'a jamais été fini. Le film en 79 n'était pas fini. En tout cas, s'il continuait à le monter au moment de sa mort, c'est qu'il n'était pas satisfait encore. Non, mais il l'avait dit, le film n'était pas complété. Ils ont été obligés de le sortir à cause des dates et des contrats, mais le film n'était pas complété. On sort pas le monteur du montage. Hein? Non. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. Les coups de cœur de la semaine. Mon coup de cœur cette semaine va à Cobra Kai saison 5 sur Netflix. Je suis un fan fini de la série et je la suis impatiemment à chaque saison. C'est très drôle et tellement clever, à défaut d'autres mots. C'est tout simplement prendre l'univers de Karate Kid et le mettre dans une espèce de monde un petit peu plus réel d'aujourd'hui. Ça donne des situations extrêmement comiques. C'est du bonbon. Ici Foxman d'Entre Trois Films, qui est en vacances présentement, et qui vous dit, si vous voulez vous amuser, appelez au 1-877-SHE-HULK. 1-877-SHE-HULK. En espérant que vous avez apprécié cet épisode en vacances de Entre Trois Films et que vous serez de retour pour le prochain épisode qui sera le retour à la normale, donc le 23, et le retour, bien sûr, de mes deux collègues de retour de vacances. Vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et même YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de commenter nos publications. Ça va nous faire plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre Trois Films en vacances. Je suis toujours DJ Patoff tout seul en studio et je vous dis à la prochaine.